Bonjour, je suis Julien Hérisson et pour l'écran vagabond du Trièvre, je vous propose Discussions de cinéastes. Des longs entretiens avec des réalisateurs ou réalisatrices pour analyser leurs films et parler écriture, mise en scène, direction d'acteurs, montage, bref, parler du cinéma comme d'un artisanat. Aujourd'hui, je discute avec Hubert Charuel et Claude Lepape pour leur film Météore. Bonjour Hubert, bonjour Claude. Bonjour. Alors, vous êtes où et qu'est-ce que vous faites en ce moment ? Alors, en ce moment où nous sommes chez nous, hein, là très clairement, on est en train de vous parler pour votre interview. Et là, je reviens j'étais à la 57e date de présentation du film Météore hier soir dans le Poitou. Alors, évidemment, c'est impossible de ne pas parler d'abord de Petit Paysan. C'était un des hits de l'année 2017 dans la catégorie premier film. On connaît tous l'histoire de ce film tourné dans la ferme de tes parents, Hubert, jusqu'aux 3 Césars et 600 000 spectateurs. Et ça ne s'arrête pas là parce que viendra un 52 minutes en mode documentaire juste après, Les vaches n'auront plus de nom. Bref, comment enchaîner après une histoire comme celle-ci qui a pris autant de place ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit juste après ? Moi, juste après, ce que je me suis dit, c'est que j'avais envie de retourner dans l'univers des courts-métrages qu'on avait fait avec Claude au tout début, c'est-à-dire d'un court-métrage qui s'appelle Diagonale du Vide, qui était tourné en 2011, qui était un projet de fin d'études quand on était encore à l'école, et d'un suivant qui s'appelait Canada, qui date de 2014. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que il y avait plusieurs sujets, et notamment celui de peut-être faire un film catastrophe qui se passera à Saint-Dizier avec une météorite qui s'écrase dessus. Et en parallèle de ça, il y avait l'idée de parler à un moment de mon cousin avec qui j'ai grandi et qui, lui, a été l'un de ceux qui m'a poussé à faire du cinéma et qui jouait dans les courts-métrages que nous avions fait avec Claude. Et pendant que justement, comme vous le rappeliez là justement il y a quelques minutes, c'était Petit Paysan, la réussite, les prix, les entrées. Nous Valentin, mon cousin, sombrer dans la dépendance comme le personnage de Daniel. Et il y avait ce constat-là de se dire qu'est-ce que j'aurais pu faire, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour sauver Valentin. Donc à partir de ce moment-là, on s'est rendu compte moi je me suis rendu compte que c'était ça dont j'avais parlé plus que d'une histoire de météorite qui s'écrasait à Saint-Dizier. Et il y a eu ça, plus le Covid, plus un long accompagnement de petits paysans partout. Et voilà ce qui fait qu'on a pris quelques années pour écrire ce film. Évidemment, ça aurait été beaucoup plus facile si vous aviez gardé, entre guillemets, cette étiquette de cinéma paysan, j'imagine. Tout à Alors, fait. Ouais. entre Petit Paysan et Météore, de prime abord, on se dit qu'il y a un virage à 180 degrés. Pourtant, il y a évidemment pas mal de liens. D'abord, celui du souci de qui on représente à l'écran et de la responsabilité d'auteur de cinéma dans ses représentations. Évidemment, Hubert, tu n'as pas choisi d'être fils de paysan et assez classiquement, sur un premier film, on écrit sur une situation qu'on connaît très bien. N'empêche, à l'époque, des films sur qu'est-ce que c'est être paysan aujourd'hui, avec le ton que vous preniez, le regard que vous portiez, il n'y en avait pas des masses. Puis il y a 8 ans, il n'y avait pas du tout ce revival de la France périphérique ou des régions comme on a aujourd'hui dans le cinéma d'auteur. Bref, c'était un film précurseur. Et là où Météore s'inscrit malgré tout dans une forme de continuité, c'est dans le fait de représenter des individus qui ne sont habituellement pas ou très peu montrés au cinéma. De ceux qui sont oubliés, de ceux qu'on met dans une marge, alors que finalement ils ne sont pas tant que ça dans la marginalité. Je me trompe ou c'est une question qui vous habite de qui on décide de prendre comme héros dans nos histoires ? Oui, tout à fait. Saint-Dizier, la ville où a été tourné le film, c'est la France périphérique, c'est l'endroit où j'ai grandi et où moi, la manière dont je sens représenter cet endroit ou ce type d'endroit, je m'y retrouve pas complètement. Et de la même manière que Petit Paysan était un regard de l'intérieur sur le monde paysan, je me suis rendu compte que j'avais aussi un regard de l'intérieur quand en fait j'ai grandi dans cette ville Saint-Dizier qui est une ville qui a subi de plein fouet la crise de la désindustrialisation dans les années 80 et aussi quand on a grandi dans un petit village qui est entouré de poubelles nucléaires. Alors, l'autre lien entre ces deux films, c'est aussi évidemment votre travail en binôme. Hubert et Claude, vous formez un duo d'écriture depuis les courts-métrages, que ce soit ceux qui sont étiquetés comme étant ceux d'Hubert ou ceux de Claude. Pareil sur Petit Paysan, et là, idem sur Météore. Comment marche votre tandem d'écriture concrètement ? Il marche sur les films d'Hubert, il marche toujours de la même manière, c'est-à-dire que Hubert travaille de son côté à une idée, et en général plus qu'une idée, c'est-à-dire
Par exemple, sur Météor, il y avait au départ un duo qui ressemblait un peu quand même à Daniel et Mika, mais de cousins, je crois. Un peu road movie, buddy movie, qui se retrouvaient liés pour assister à la chute de météorites, en gros. Et à deux, on met en forme, en fait, ça. Donc, on construit à deux le récit en étant vraiment petit à petit, quoi. En général, d'abord, c'est Hubert qui écrit une première version d'un synopsis ou de quelque chose, ou pour que moi, je n'influe pas, en fait, sur ce qu'est la base. Donc, la base, elle est vraiment d'Hubert, et ensuite, nous, on travaille à deux pour faire de cette base-là le scénario final. Et donc, là, à ce moment-là, on écrit vraiment à deux, dans le sens où c'est des discussions, des post-it, des textes de plus en plus précis, donc un synopsis, un traitement, un séquencier, deux séquenciers, trois séquenciers, une version dialoguée, une, deux, trois, quatre. Et à ce moment-là, là, on peut se partager les textes en écriture pure, c'est-à-dire qui tape sur le clavier. Hubert fait le premier quart, je fais le deuxième, et on avance comme ça. Ensuite, on reprend les parties écrites par l'autre, on les relit, on les modifie avec les modifications apparentes pour qu'on sache qui a modifié quoi, est-ce que c'est validé, pas validé. Et on avance un peu comme ça jusqu'à la version finale, quoi. Ah ouais, ok, donc c'est pas du simple ping-pong, quoi. C'est vraiment une écriture à quatre mains, quoi. Ah oui, c'est vraiment une écriture à quatre mains. Oui, enfin en tout cas, sur les projets avec Hubert, c'est assez compliqué à la fin de savoir qui a écrit quoi. Parce qu'en fait, comme chacun reprend tout, en fait, on peut se dire que on a tous les deux tout écrit. Il n'y a rien en tout cas qui n'est pas repassé par chacun des deux auteurs. Il n'y a rien qui n'est pas validé, entre guillemets, par chacun. Donc c'est sûr que c'est... et quand on est par exemple en répétition aussi avec les comédiens, les changements, ils sont faits avec eux et nous deux, quoi. Et cette collaboration, est-ce qu'elle dépasse le stade de l'écriture? Je veux dire par là, est-ce que Claude, tu viens sur le tournage? Est-ce que tu participes au montage? Ce genre de choses? Bah là, c'est ça qui a été un peu différent, en tout cas sur la manière dont c'est présenté pour Météor, c'est que là, c'est écrit au générique, que le film a été réalisé en collaboration avec moi. Parce que c'était une manière aussi de montrer que mon rôle ne s'arrêtait pas au scénario. Parce que moi, je suis scénariste aussi sur d'autres projets. Et effectivement, quand on est scénariste, on s'arrête là. Là, effectivement, avec Hubert, on fonctionne. C'est lui qui mène les castings, pareil, qui a vu la totalité des gens du casting, mais les gens que Hubert trouve intéressants, on les a regardés ensemble. Les moments où, par exemple, quand il a dit là, j'ai vu quelqu'un, sur une vidéo, j'ai vu quelqu'un qui me paraît vraiment incroyable, regarde, et c'est Salif Cissé, je vois, pas en même temps que lui, mais un peu après, quoi. Donc, une fois que le casting il est fait, moi je suis aux répétitions avec les comédiens. Et sur le plateau, je suis là, et encore une fois, plutôt pour ce qui est le texte et les comédiens que tout le reste, on va dire. Donc d'être sûr d'avoir quand même la bonne ligne, ou en tout cas celle qu'on avait décidée. Et si celle n'est pas, d'être sûr que c'est bien, pas ça, mais c'est bien ça qu'on veut quand même. Et d'un point de vue de la production aussi, avec Domino Film, il y a une forme de continuité. C'était déjà la prod qui est sur Petit Paysan, je crois, mais aussi celle des cours de Claude. Pourtant, après Petit Paysan, j'imagine qu'il y a dû y avoir pas mal de propositions. C'était important de retravailler avec les mêmes personnes pour le développement de ce projet? Alors Euh, en vrai, il n'y a pas eu... Enfin, il y a ou alors c'est des choses qu'on n'a pas forcément bien comprises, mais non, il n'y a pas eu des milliards de propositions d'autres producteurs. C'est quand même... Enfin, bon, après, il y en a qui sont un peu cow-boys, mais ça se fait quand même pas complètement. ouais, en fait, à partir du moment où vous faites un premier film avec une boîte de production, qu'on renvoie une image de personnes qui s'entendent bien, et que c'était des jeunes producteurs avec des jeunes réalisateurs, Mm. et que le film est un carton, clairement, les gens aussi se disent bon, bah, ok, ils font leur truc entre eux, mais sinon, c'était que pour des projets autour du monde paysan, et moi, je n'ai fait que refuser ce projet. Bon, allez, rentrons dans l'histoire de Météor quand même. Quand je lis le synopsis sur Allociné, ça commence par Diagonale du vide, trois amis inséparables. Tony est devenu le roi du BTP, Mika et Dan les rois de rien du tout. Ils ont beaucoup de rêves et pas beaucoup de chance. Après un nouveau plan raté, Mika et Dan doivent se sauver d'ici et même se sauver tout court. Ils se retrouvent à bosser pour Tony dans une poubelle nucléaire. Est-ce le début d'une nouvelle vie ou la fin de tout?
Alors, le synopsis commence justement par ce terme, diagonale du vide, et tu l'as rappelé tout à l'heure, qui est aussi le titre d'un de tes premiers courts-métrages, Hubert. Et c'était aussi un univers qu'on retrouvait dans le court-métrage suivant, Canada. Finalement, ce sujet, cet espace de filmage avec ces personnages en galère, il était là bien avant Petit Paysan, en fait. Oui, oui, tout à fait. C'était l'idée de base. Moi, en fait, à la base, je crois que j'avais envie de faire des films, mais sans jamais me dire que je pouvais faire des films. C'est-à-dire que même quand j'ai passé le concours de la FEMIS, qui a été pour nous et pour moi ce qui m'a permis de faire du cinéma, je l'ai passé en production. Autant quand je lisais ce que c'était qu'un producteur, et je pense qu'aussi j'ai un peu fait un parallèle quand même entre ce que c'était qu'un producteur et mes parents étaient producteurs laitiers et je pense que quand je regardais un peu le rapport entre les deux, je me suis dit bah, je crois que ça je peux peut-être essayer de faire ça, mais j'étais très loin de m'imaginer que je pouvais réaliser des films et même dans ce que je faisais parce que quand j'étais au lycée, je faisais pas d'option théâtre, je me suis jamais vraiment intéressé à ce que c'était que la mise en scène ou diriger des comédiens ou même jouer. Et en effet, à l'école, ce qui a été déterminant, c'était un atelier de scénario qu'on a fait où là, j'ai pu écrire et j'ai vu que ça me plaisait. Et puis en dernière année, c'est Claude qui m'a dit, mais elle dit, je crois que tu as envie de réaliser en fait, donc il faudrait que tu essayes. Et donc c'est vrai que là, j'avais la possibilité de le faire. Et l'idée que j'avais, c'était celle-ci, c'était parler à l'époque, c'était Gavroche et Oran, deux personnages qui sont en fait assez proches des personnages de Daniel et Mika par certains points dans cette petite ville de Saint-Dizier et c'était en plein milieu d'une pénurie de shit et on les voyait en galère dans leur ville la nuit et le film a été sélectionné, moi je le dis parce que ça a été quelque chose qui a été déterminant pour moi, il a été sélectionné au Festival international du film de court-métrage de Clermont-Ferrand et d'un coup je me suis dit donc ce que je fais ça plaît, ce qu'on fait, alors je dis mais là ce qu'on fait avec Claude ça plaît, donc peut-être que je peux essayer des choses. Et Petit Paysan est presque un sujet à part par rapport au cinéma qu'on faisait avec Claude depuis le début. Et donc c'était pour ça qu'il y avait un peu l'idée de se dire maintenant on va y retourner. Et puis peut-être, alors ça fait toujours rire Claude quand je dis ça, mais un peu de clore quelque chose autour de cette ville et de cet endroit. Hmm. D'ailleurs, en parlant du terme de diagonale du vide, en termes de gestion des espaces, j'ai été frappé par le travail fait sur les décors de Météor, comment ils sont vidés de manière assez systématique. Le fast-food dont on ne voit jamais de clients, l'hôpital qui semble presque désert, les rues vides. À la fois, on se concentre d'autant plus sur les héros, mais aussi ça donne une sensation très étrange de monde abandonné. Ça, c'est quelque chose qui est venu en prépa de tournage, voire en tournage, ou qui était présent dès l'écriture, cette gestion très singulière des espaces. Je pense qu'à l'écriture, il y avait très très peu d'indications de justement comment les espaces étaient peuplés. Parce que c'est vrai que le film, il est quand même très centré autour de E3, voire de E2. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans leur maison, donc le monde extérieur est très très peu là en fait. Et après, c'est un mélange de contraintes un peu budgétaires et de réalité, c'est-à-dire que bah, en fait, la plupart des espaces qui sont filmés dans Saint-Dizier ne sont pas vidés des gens. C'est-à-dire que quand on filme dans la rue, on n'a pas bloqué la rue, quoi. Vous voyez. Parfois, c'est des rues de centre-ville, hein. Donc, c'était aussi pour rendre. Il y avait on va dire, il y a une exagération de ce qu'est la réalité de Saint-Dizier, mais il y avait quand même l'idée de montrer que cette ville-là est une ville, effectivement, comme vous dites, abandonnée, enfin, qui a vraiment ce truc presque post-apocalyptique, quoi. Il y a quand même plus grand monde dans la ville. Enfin, pour nous, ça jouait aussi sur le fait qu'ils étaient très en décalage avec en horaire avec les gens dits normaux. Donc, ils sont très tôt le matin, très tard le soir, la nuit. Donc, effectivement, ils sont très, 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 très seuls. Et c'était aussi un moyen de traduire leur solitude qui est sans doute accentuée par leur perception. C'est-à-dire qu'en vrai, sûrement qu'il y a plus de gens que ça dans la rue. Mais nous, on voulait être comme eux. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne voient pas les gens qui pourraient y avoir autour d'eux, donc que ça soit au bowling, à l'hôpital où il y a sûrement des gens dans les autres chambres mais on les voit pas trop, au distributeur ils sont tout seuls, quand ils sont devant l'hôpital en fait ils sont tout seuls, sur le parking ils sont tout seuls, il y a d'autres voitures mais ils sont tout seuls quand même, mais c'est aussi voilà, ça commence avec eux dans la voiture en fumée, il y avait quand même cette idée là de se dire de toute façon même s'il y avait des gens ils les verraient pas, quoi. Le sujet qui vient en premier, c'est celui de l'addiction, en l'occurrence celle de Mika et Dan, sauf que l'un arrive à s'arrêter, pas l'autre, créant un décalage qui va devenir la matière même du film.
Évidemment, comme Dan, on a tous ce genre de personnes dans nos familles, dans nos cercles d'amis. Le gars rigolo, un peu too much, souvent généreux, qui aime picoler, qui essaye d'entraîner les autres, qui resserre tout le temps tout le monde à boire. À 20 ans, ça marche, il est suivi, puis avec le temps, il n'arrive plus à s'arrêter et à sortir de ce rôle. Il est de plus en plus seul, il est devenu alcoolique, dépendant. Néanmoins, vous faites un pas de côté parce que le point de vue du film, c'est celui de Mika, qu'on pourrait appeler l'accompagnant, un accompagnant qui essaye en vain de l'aider. Est-ce que ce point de vue à côté du sujet, ça a été tout de suite le bon point de vue pour raconter cette histoire d'addiction? En fait, l'idée, c'était quand même de parler de l'addiction du point de vue de ce que nous, on connaît, c'est-à-dire d'être à côté. Donc, chacun, nous, Hubert et moi, pour des cas différents, on a vécu ça. Et du coup, c'est ça qu'on voulait raconter, pas parce que c'était la position forcément du témoin qui nous intéressait dans ce qu'il peut ressentir, mais plutôt dans la façon de se dire, en fait, nous, on ne sait pas, et je pense que on ne peut pas savoir ce que ressentent les gens qui sont addicts et qui peuvent pas s'arrêter de boire, et qui savent qu'ils devraient s'arrêter et qui peuvent pas s'arrêter de boire. Et cette chose extrêmement clivée sûrement de déni et de lucidité tout le temps, en fait, on ne sait pas ce que ressent Daniel ou les gens réels que nous on connaît quand ils sont tout seuls. Vraiment, je ne veux pas avoir l'air de savoir parce que vraiment je ne sais pas. Et qu'on s'est dit, si jamais on est dans le point de vue de Daniel, on va être obligé de répondre à des questions dont on n'a pas forcément envie de se poser ces questions-là, et surtout on ne connaît pas les réponses et on ne veut pas prétendre les connaître. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit depuis le départ, c'est le point de vue de Mika qui nous intéresse parce que c'est ça qu'on a connu et qu'il y a des choses qu'on veut traduire de sentiments de culpabilité, d'impuissance, de présomptueux en se disant qu'on peut aider alors qu'en fait on peut pas, de croire qu'on sait et alors qu'on sait pas, enfin tout ça. Et le fait que de toute façon, on voulait pouvoir regarder Daniel comme Mika, c'est-à-dire que le spectateur puisse voir Daniel et être dupé pareil ou être déçu par lui comme les Mika. Donc c'est pour ça que pour nous c'était impossible de prendre le point de vue de Daniel et qu'on voulait vraiment le raconter depuis le point de vue de celui qui croit et qui sait pas. Alors, comment on écrit, comment on filme des personnages dans des situations si difficiles sans regarder par-dessus, sans les juger, sans les enfermer dans une forme de misère et au final de se moquer d'eux? Parce que parfois, ça tient vraiment à un fil. Il y a pas mal de situations, moi, que j'ai beaucoup aimées, mais où on ne sait plus s'il faut en rire, s'il faut en pleurer, s'il faut être énervé par rapport à ça. Est-ce que vous vous êtes donné des limites pour ne pas tomber dans un mélo un peu crapoteux qui pourrait très vite arriver en traitant ce sujet de l'alcoolisme? De toute façon, et ça, il y a quelque chose qui est peut-être un peu proche de Petit Paysan aussi, c'était quand vous dites justement à quel moment on doit rire, à quel moment on doit pleurer. Parfois, dans la vraie vie, c'est pas si... il y a toujours du drame dans les moments comiques et il y a toujours parfois, il y a de la comédie dans les moments aussi dramatiques, quoi. Des fois, dans des moments extrêmement désespérés, comme je disais, de discussion avec mon cousin, il y avait des échanges drôles qui pouvaient, je veux dire, on en parlait encore il y a quelques jours avec Claude. Il y a un moment, moi, mon cousin, il m'a dit, en fait, ce qui est d'ailleurs dans le film, c'est-à-dire, à un moment, il m'a dit, donc il parlait de ses soucis d'addiction, et de ses d'addiction et de ses soucis d'argent, et où il mélangeait les deux en disant, mais voilà, mais si je bois, c'est parce que j'ai des problèmes d'argent, donc si je règle mes problèmes d'argent, je vais finir par avoir de problèmes d'alcool. Je prends des gros raccourcis. Et donc, à un moment, il me dit, j'ai trouvé un moyen de régler mes problèmes, c'est de faire un go fast. Et donc, en effet, de faire un go fast alors qu'il n'a plus de permis, tout ça. Alors, il dit, mais de toute façon, je n'ai pas besoin de permis pour faire un go fast. De toute façon, si je me fais arrêter, enfin voilà, en gros, c'est fini. Donc, il dit, mais de toute façon, j'aurais pas de problème. Et donc, il y avait un moment où j'ai dû passer, mais vraiment, c'était 1 heure et demie de discussion pour essayer de lui expliquer pourquoi c'était pas une bonne idée de faire un go fast vu sa situation. Où à un moment, j'ai fini par dire, je fais, mais tu ne peux pas faire de go fast, mais parce que tu n'as pas de chance. Il m'a regardé 10 secondes sans rien dire. Et d'un coup, mais il a eu un fou rire de 10 minutes. Et même moi, ça m'a pris parce que même nous, on était bien obligés de se dire que, en fait, on pouvait parler pendant 1 heure et demie des arguments de pourquoi ça marcherait et marcherait pas. Et c'est là qu'il a commencé à dire, ouais, c'est vrai. Ouais, peut-être c'est vrai, en fait. T'as raison. Faut peut-être pas que je fasse ça. Et en fait, la réalité, elle colle à la fiction de ce point de vue-là aussi. C'est-à-dire que c'est jamais toujours très drôle. C'est jamais
que triste. Donc c'est quand même une vraie béquille d'une certaine manière, une manière justement de pas sombrer complètement, quoi. Et donc ça, c'était hyper important. Et en même temps, il fallait garder quand même cette tristesse et pas tout traiter, comme vous dites, avec du surplomb, et pas prendre les choses à la légère non plus, puisque c'était des sujets graves. Et puis nous, ça a été un vrai travail. Déjà, l'écriture, on le savait. Nous, on a toujours dit avec Claude, et c'était déjà le cas sur tous nos projets, c'était si ça fait rire, écoutez, que ça fasse rire, mais on écrit, aucune scène n'est écrite à la base pour faire rire. C'est jamais le point de départ. Il n'y a jamais un point de départ où on se dit, on va faire une comédie. Mais c'est sûr que sur l'alcoolisme, comme le but en tout cas, une des premières choses pour lesquelles on a fait ce film, c'était de même pas parler de l'alcoolisme, mais de parler de certains alcooliques et de faire un portrait de gens. Et donc, comme il y en a un dont c'est vraiment très inspiré, c'était aussi ça notre limite, entre guillemets. Mais donc, ce qu'on voulait, nous, c'est quand même quelqu'un qui ait ce genre de personnalité et que nous, on aime énormément. Donc, je pense que ça aurait été la pire chose de se rendre compte que soit on se moquait trop de lui, ou soit on le regardait avec un jugement. Enfin, nous, tout le film, c'était pour dire, en fait, les gens qui disent nanana, les alcoolos, les machins, quand on veut, on peut, il suffit de se secouer un peu et tout. Le film a été fait pour ça, pour montrer que non, en fait, c'est pas une question de il faut se secouer ou pas, et qu'il y a des choses qui sont un peu plus compliquées que ça, et que la volonté fait pas tout, que l'amitié ou l'amour fait pas tout, et que c'est des choses qui restent quand même très très mystérieuses, et qu'en tout cas, voilà, on peut pas les cerner. Voilà. Donc il y avait l'idée qu'on voulait faire des personnages, notamment Daniel, mais aussi Mika, qui soient pour nous beaux, nobles, et qui soient des gens qui soient justement pas mesquins, qui soient des gens très beaux, parce que c'est aussi inspiré de gens qu'on connaît et dont on voudrait vous montrer leur beauté. Donc du coup, c'est sûr que l'idée, c'était évidemment pas de les regarder de haut, quoi. Ça, c'est sûr. Ok. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que le film lui-même traverse différentes tonalités qui dupliquent en un sens le chemin de Mika. Je m'explique. En fait, le film, il va parcourir différents genres de films. Ça commence en fait très fort avec une scène de bowling très joyeuse, puis une virée en bagnole qui finit avec un kidnapping de chat. Donc c'est très rigolo, assez absurde, un peu bordélique et pathétique, mais on est vraiment dans le registre de la comédie. Et en fait, c'est comme si le film lui-même, il était un peu presque en état d'ébriété. Puis il y a le réveil difficile quand il passe devant les policiers et ensuite la juge en comparution immédiate. Là, on bascule dans une note qui est beaucoup plus dramatique, comme une sorte un peu de gueule de bois. Ils sont alors sommés de se trouver une situation avec des dépistages, des feuilles de paye. Et là, petit à petit, viendra même un genre de film un peu fantastique, on en reparlera plus tard, voire un peu d'enquête, un peu parano, comme si le film il était un peu en manque, ce qui donne des sortes de ruptures de ton assez marquées et plusieurs genres de films à l'intérieur même du film. C'est moi qui ai rêvé ou il y a vraiment eu une intention à ce que le film, dans sa nature propre, il corresponde au changement de Mika ou même au changement des deux héros? Non, c'est exactement ça, parce que nous, on nous pose souvent la question des changements de registre, et notre réponse, c'est les changements de registre, c'est ceux que vivent Mika. Enfin, c'est l'état d'esprit, l'état émotionnel, l'état de Mika, et donc ça suit effectivement son parcours de sevrage et de la réalité qu'on se prend en pleine gueule quand même, parce que c'est ça qui lui arrive quand Daniel tombe, tout tombe, quoi. Et qu'après, voilà, son parcours, c'est le parcours effectivement de manque, de paranoïa, donc avec le truc un peu SF, de film d'enquête au moment où Dan n'est plus là et que il fait son enquête, donc c'est un peu plus film noir ou thriller, je sais pas, mais c'est effectivement le film, il se cale sur Mika. Ouais. Et même dans le tempo des scènes, dans leur direction, ça fluctue pas mal. J'ai revu hier Petit Paysan avec ma fille de 10 ans là, pour préparer l'entretien. Bon, elle a beaucoup aimé d'ailleurs. Et c'est un des rares premiers films que je dois avoir en Blu-ray. Et chaque fois que je l'ai revu, je me suis dit, ah ouais, c'est fou cette efficacité narrative. Il n'y a pas une séquence qui traîne. C'est vraiment, ça trace dans cet engrenage qui prend le héros à la gorge. Là, à l'inverse, il y a un récit qui ne vise pas forcément à tracer, justement, avec des scènes parfois un peu flottantes, où on ne sait jamais trop quelle direction ça va prendre. D'avoir quelque chose de moins efficace, et je ne le dis pas du tout de manière négative, hein, bien sûr, et même de moins corseté narrativement, c'était une vraie envie. Ouais. Je pense. En fait, c'est vrai que nous aussi, on a revu Petit Paysan. Enfin, déjà, Petit Paysan, en fait, il a perdu 3/4 d'heure au montage. Donc, il a aussi été monté dans cette volonté d'efficacité
Et c'est vrai, nous on se disait, mais Petit Paysan, c'est un train. Et effectivement, Météore, en fait, on peut pas le résumer en une phrase, ce qui n'est pas le cas de Petit Paysan. Mais même, effectivement, même au montage, ça a été une question. À un moment, on avait une version qui était peut-être un peu plus efficace. Il y avait des scènes qui n'étaient pas, ou des scènes qui étaient un peu plus réduites, mais qui, pour nous, perdaient une émotion très particulière, qui donne aussi un truc de flottant, comme le sont un peu les personnages qui savent pas trop quoi penser, quoi. Pierre, il a pas le temps de réfléchir, ça, c'est sûr que... Le but était vraiment très clair pour le personnage de Pierre, en effet, c'était sauver oui. ses vaches, sauver ses vaches, sauver ses vaches. Et à côté de ça, sa sœur qui essaye de l'aider et qui en même temps est à la fois c'était toujours ça, c'est à la fois son adjuvant et à la fois son opposant, parce que c'est celle qui lui permet de survivre, en même temps celle qui à un moment doit l'arrêter. C'était ultra basique. Basique, c'était extrêmement simple et en effet pas d'un point de vue péjoratif, mais c'était clair. Voilà, en tout cas c'était clair. Par contre, par la suite, j'avais quand même envie de se dire bon, c'est bien être efficace, mais il n'y a pas que ça, quoi. Il y a eu deux choses aussi quand même, c'est que finalement le documentaire que moi j'ai fait par la suite m'a offert cette liberté. M'a offert cette liberté de se dire, ok, peut-être que le récit peut être un peu plus éclaté, il peut être, et puis ça provoque des choses, ça prend les gens ou ça les prend pas. Et aussi, moi, je me suis retrouvé dans un rôle très différent de ce que, justement, j'étais pas réalisateur, mais à travailler sur surtout un des deux courts-métrages de Claude. Et moi, j'ai vu aussi sa manière de travailler et aussi elle, d'un coup, alors que je me suis dit, c'est marrant parce que quand même, Claude, elle est scénariste, c'est son travail, et elle est partie tourner sans scénario. Et du coup, il y avait aussi, je pense, tout ça, c'est quelque chose qui, moi aussi, m'a influencé à me dire, oui, aussi, c'est possible de faire ça. Et d'un coup, il y avait l'idée de se dire, ben là, on ne sera pas forcément efficace. Là, on va prendre le temps. On va prendre le temps. On va aller au bout des scènes. Mais c'est vrai que c'est des comédiens... C'est vrai que même le jeu et les comédiens sont très différents. Swan Arlo et alors surtout Swan Arlo, c'est quand même quelqu'un qui est extrêmement sharp, qui est technique, qui est précis. Paul et Idir, c'est quelque chose qui est aussi beaucoup plus libre, et c'est pas des gens en tout cas c'est pas des jeux efficaces, c'est autre chose, et du coup on s'est dit oui, il y a un côté eux ils sont pas tranchants, c'est pas des comédiens tranchants, donc on peut pas, et puis de toute façon les personnages ne sont pas tranchants, donc c'est sûr que oui, en fait les comédiens, leur jeu en tout cas et le type de personnage et ce qui les mène, c'est sûr que ça détermine, en tout cas là clairement entre les deux films ça détermine le rythme, le type de jeu et le type de narration, c'est sûr. Alors aussi en termes de direction artistique, cet effet de l'alcool puis de l'abstinence, j'ai l'impression que c'est aussi retranscrit dans les lumières avec des couleurs très, très froides d'abord, très bleues, parsemées ici ou là de fluo au début. L'affiche du film reprend ce code couleur-là d'ailleurs, un peu comme si on était en boîte de nuit. Puis ça vire au fur et à mesure du film, ça vire au gris avec des extérieurs souvent assez sombres, comme si on était encore dans une soirée mais les couleurs en moins, en fait comme si le taux d'alcoolémie redescendait. Puis viendra à la toute fin du film des lumières beaucoup plus chaudes, plus naturelles, avec notamment la scène de la remise à l'eau de la carpe. C'était quoi les intentions de base sur le travail de lumière réalisé avec Jacques Giraud, le chef opérateur? Alors en fait, justement, il y avait vraiment l'idée Déjà, il y avait travaillé l'époque. Il y avait Jacques, en fait, c'est lui aussi qui avait fait l'image de mon premier court-métrage, qui était Diagonale du vide, et donc qui était déjà dans un univers assez nocturne, assez automnal comme ça, voire hivernal, et qui était tourné surtout en pellicule en 16 mm. Et il y avait l'idée de retrouver un peu cet esprit-là. Et en effet, il y a quelque chose d'assez sombre et parfois aussi d'assez gris de journée, mais aussi il y a une forme de douceur. Et nous, tout ce qu'on a travaillé avec Jacques, que ce soit au tournage, mais encore plus dans la partie post-production avec l'étalonneur Laurent Navarri, c'était retrouver de la douceur maintenant. Fallait qu'on mette en avant la douceur finalement des personnages et aussi de leurs liens, et que ça passait. Alors en effet, on a créé un petit effet là, comme il disait, c'est l'effet machine à laver en gros, d'une certaine manière, où tout est un peu délavé. De moins en moins délavé. Et en effet, on part d'un film où vous l'avez très bien décrit aussi dans la manière dont on a écrit, comment la narration, c'est-à-dire on part dans la fête, on part dans l'alcool, on part dans la fumée, et plus aussi le personnage de Mika dégrise d'une certaine manière, plus il comme c'est dit un peu aussi au moment où il va chez la toxicologue, mais plus en fait il se reconfronte à une forme de réalité, plus ça devient clair, moins ça devient flou, et aussi plus finalement les choses lui apparaissent sans filtre d'une certaine manière.
Alors, pour ces hommes qu'on pourrait qualifier en situation de précarité quelque part, il y a aussi une forme de précarité sentimentale. Aucune famille n'est montrée, aucun parent, aucun frère ou sœur, pas de petite copine non plus, alors que c'était très présent dans les précédents cours ou le long. Et c'est rare de voir des personnages aussi isolés. On n'en sait d'ailleurs pas plus sur leur passé ou leur itinéraire de vie, ce qui fait même que eux entre eux, ils sont amis. Ces trois hommes, c'est presque trois solitudes, trois orphelins, trois mystères, comme s'ils n'avaient pour eux que le temps présent. Pourquoi ce choix-là d'avoir fait table rase autour d'eux? Bah, exactement pour les raisons que vous venez de dire, hein. C'est exactement pour ça. Non, mais il y avait aussi l'idée de se dire, je crois que on a, comme vous l'avez souligné, il y avait beaucoup de choses autour de la famille. C'est marrant parce qu'en effet, là, comme je vous le disais en introduction, on a fait énormément d'avant-premières du film et il y avait toujours cette idée de... Moi, je suis très heureux à chaque fois quand les gens dans les débats, et je peux vous dire que sur 57 dates de présentation, je pense que cette question est arrivée au moins 50 fois, qui est, il n'y a pas de famille. Pardon, je prends un gros raccourci, votre question était beaucoup plus détaillée et beaucoup plus précise. Mais on va toucher ce point-là. Et j'adore répondre ça aux personnes. La famille, ça fait pas tout. Je crois que c'est hyper important de le dire d'une certaine manière, comme si un papa ou maman allait peut-être pouvoir les aider. Et en fait, évidemment que c'est une position de parent. Et en fait, il y a quand même aussi un truc à se dire, c'est que des personnages comme Daniel, par exemple, au bout d'un moment, parfois la famille, elle lâche complètement. Alors en termes de découpage, il y a aussi un choix qui m'a sauté aux yeux, c'est celui de beaucoup de gros plans. Il y a peu de plans de groupe et ajouté aux espaces vides dont on parlait au tout début, ça donne un film où le collectif, l'idée du collectif n'existe quasiment plus. Je repense par exemple aux séquences de fast-food. C'est souvent juste un gros plan sur le personnage de Mika qui prend une commande par écouteur. Avec donc personne en face de lui et qui semble du coup presque seul dans ce restaurant. L'idée derrière cette utilisation si marquée du gros plan, c'est quoi? C'est d'aller chercher la proximité des acteurs et des individus, ou c'est pour montrer quelque part une société atomisée où ces personnages-là n'auraient pas d'autre perspective que ce genre de travail? Il y avait l'idée de montrer quand même une forme de précarité, puisqu'en effet, on parle quand même du monde du travail, on parle, du travail dans les poubelles nucléaires, du bâtiment, des fast-food ou de l'absence de travail aussi. Donc oui, il y avait un peu une manière de se dire, voilà, c'est ça aussi les emplois qu'on propose aux jeunes dans ces endroits-là, mais pas que d'ailleurs. Après, il y a deux choses, c'est-à-dire que je pense que l'idée du collectif... elle était avec Dan et Mika, et puis je pense qu'il y avait aussi l'idée de jouer sur le vide. Je sais, ça c'était quelque chose qu'on essaie de travailler, c'est l'enfermement, et de les enfermer, eux, par des gros plans, d'une certaine manière, et de jouer avec le contraste du vide, puisqu'on parle d'une ville de la diagonale du vide, et de jouer en effet avec ces plans très larges, et de justement d'avoir ces personnages qui sont un peu petits, quoi, d'une certaine manière, quoi. Donc tout ça participait aussi, en effet, à parler un peu de cet isolement et de ce sentiment de solitude d'une certaine manière. Et en effet, le sentiment de solitude, il est accentué. Souvent, en effet, c'était montré que quand même Mika, quand il n'est pas avec Dan, il est seul. Hmm. Le second sujet du film, c'est celui des déchets nucléaires, très peu montré au cinéma, aussi parce que tout simplement, pas si évident que ça à mettre en scène. Je me rappelle vaguement de Grande Centrale de Zlotowski, mais j'ai aucune image qui me reste. En fait, jusqu'à ce qu'il y ait la série Tchernobyl, je pensais d'ailleurs que la radioactivité, c'était quasiment infilmable. Ça reste un gros défi de mise en scène. Comment vous l'avez abordé? Nous, on l'a abordé, déjà, on s'est rendu sur place parce que les centres de stockage de déchets radioactifs, faut le voir pour se rendre compte de ce que c'est. Moi, comme je disais, j'ai grandi juste à côté, mais la première fois que je me suis vraiment rendu sur le site, j'avais 30 ans. D'abord, j'ai pris ma voiture, je suis allé au jour des portes ouvertes, je me suis enfoncé pendant 4 kilomètres sur une espèce d'énorme nationale empruntée par personne, qui s'enfonce loin dans la forêt, et ensuite d'où émergent des centaines et des centaines de cubes en béton, dans lequel on met des déchets nucléaires et donc quelque chose d'assez fantastique là-dedans, de l'ordre de la science-fiction, je veux dire. Et après, ce qui est extrêmement troublant aussi, c'est la manière dont on parle aux gens et de voir le niveau de communication. Et en effet, toutes ces phrases autour de les bananes, c'est radioactif, tout ça sont des choses qu'on a vraiment entendues, nous, pendant ces balades-là. Donc tout de suite, moi je sais que j'avais pris des photos là-bas et qu'il y avait quelque chose en effet d'extrêmement
graphique, d'extrêmement cinématographique dans ces blocs-là. Donc ça traduisait aussi le constat aussi de Mika voilà, qui se réveille finalement, qui sort de la fumée et qui prend conscience, comme moi je l'ai fait quand je me suis rendu compte que en fait, ma Haute-Marne que j'aime, en fait, elle est aussi gangrénée par des problèmes sociaux, que en fait, si moi je passe ma vie aussi, et quand on va dire sur 20 de mes copains, on est au moins 15 à se dire on veut se barrer d'ici, en fait c'est aussi parce que ici n'a pas grand chose à nous offrir, et que ça c'est parce qu'en fait on est une ville qui a profondément perdu. Et que en fait d'un coup, pourquoi ces poubelles nucléaires sont ici, en fait on se rend compte aussi que c'est aussi une forme d'injustice. C'est grâce à la qualité des sols, diront les agences nationales qui gèrent les déchets, et c'est à cause de la désertion du territoire et aussi de ces problèmes économiques que ces choses-là arrivent ici. Et de l'absence de pensée collective aussi. Et en effet, de l'absence de pensée collective. Et moi, je pense qu'en effet, l'implantation des sites, et c'est exactement dit comme ça, hein, c'est qu'il y a quand même une forme de résignation et qu'il n'y a pas de collectif. Donc en effet, c'est plus facile d'installer ces sites-là qu'en Bretagne, par exemple, où il y a encore un vrai esprit de collectif, on va dire. Et donc il y avait ça, et puis pareil, je suis allé visiter le site de Bure. Et là, pareil, j'ai pris une claque sur ce que c'est, en effet, on est à côté de trois vaches et au milieu des champs, on voit rien. À Bure, on voit rien, puisque tout est en sous-sol. Et il y a un truc de vraiment, tout est profond, quoi. Et donc cette idée, évidemment, que d'un coup, il y avait l'idée de se dire, avec Claude, et d'un coup, on a déterminé un peu l'histoire comme ça, c'est-à-dire de faire un parallèle entre ce que subit le territoire et ce que subit le personnage de Daniel. Hmm. D'ailleurs, ce sujet du nucléaire dans Météor, comme tu le dis, surtout celui des territoires liés au traitement des déchets nucléaires. Et plutôt que de rentrer dedans par un prisme, disons, écologique ou sanitaire, ça se fait par un prisme beaucoup plus social. Là encore, un pas de côté, comme tout à l'heure avec le sujet de l'addiction. Et là, ces travailleurs sont montrés comme une sorte de sous-prolétariat. Je ne sais même pas si on peut parler de travailleurs, parce qu'à l'image, c'est quasiment de la traite humaine. Ils sont amenés en camionnette la nuit, venus, et ils sont récupérés au petit matin, comme de la prostitution en fait. Et c'est très fort comme image. Cette problématique autour du nucléaire, est-ce qu'il y a eu un temps de réflexion pour vous de comment on va aborder cette énorme problématique? Je pense, comme vous dites, qu'elle a été prise vraiment du côté déjà moins nucléaire que déchets. Parce qu'en fait, on se dit, là, on parle du nucléaire, mais en réalité, ça serait le cas pour n'importe quel site d'enfouissement de déchets chimiques ou même de poubelles de décharge, quoi. C'est l'idée on creuse des trous, on met toutes nos merdes dedans et on recouvre de béton et c'est bon. Et surtout les gens qui font ça. Nous, c'était vraiment ça l'idée de se dire, c'est quand même des gens comme les personnages qu'on va voir là, qui font ça. C'est des gens qui n'ont tellement pas le choix qu'en fait, ils sont payés peut-être 10 euros de plus par jour que s'ils faisaient un chantier normal, mais en fait, ils font ça. Et donc, c'était plutôt effectivement du point de vue social et des déchets et de la manière dont le territoire est une poubelle, ou se considère comme une poubelle, ou est considéré comme une poubelle, et la manière dont Daniel se considère lui-même quand il dit « je suis qu'une merde » et tout, de dire en fait la manière dont on profite de la mauvaise image, de la mauvaise estime que les gens ou un territoire ont d'eux-mêmes pour leur faire subir ça. Et oui, en fait, effectivement, les gens qui travaillent dans ces trucs-là, c'est soit donc des gens comme Daniel et Mika, là, qui n'ont pas beaucoup de considération pour eux-mêmes, soit des gens, en général, donc effectivement, des migrants ou des travailleurs sans papier, qui sont envoyés sous un alias pour 15 personnes et qui font des travaux en général très courts. C'est-à-dire que c'est clairement pas un travail à long terme parce que c'est dangereux, parce que c'est pas possible et parce que ce qu'on a vu aussi, nous, c'est les intérimaires dans le nucléaire, c'est quand même... pour le coup, c'est vraiment scandaleux. Et donc, nous, on s'est dit, en fait, le film, évidemment, ça va pas être le sujet, mais un tout petit morceau. Après, l'iceberg, il peut se deviner. Et voilà, et pour nous, effectivement, là, notre position, c'est de donner à voir. Et après, voilà, ça appartient ou pas aux gens d'en penser quelque chose. Avec le nucléaire, le film, enfin avec les déchets nucléaires, pardon, le film vire parfois un peu au fantastique. Petit Paysan commençait déjà par une séquence de rêve assez absurde avec le héros se réveillant puis prenant un café dans sa cuisine entouré de ses vaches. Là aussi, animé par ses angoisses, Mika fait des cauchemars. Par ailleurs, le décor de la centrale avec ses blocs de béton, il est aussi très particulier et joue une forme d'étrangeté.
On se croirait presque sur une autre planète. Bref, c'était important de ne pas trop coller au réel. Alors évidemment, le fait de montrer des images mentales ou des rêves, là on est effectivement dans un autre registre. Mais en fait, il y a un traitement du son qui n'est pas réaliste. Je pense que c'est ça qui est le moins réaliste en fait dans les poubelles. Puisqu'il y a presque comme si effectivement il y avait une vibration ou un truc qui grésille en permanence, alors que c'est quand même des lieux en fait, extrêmement silencieux en réalité. Et ce qui est pas réaliste, c'est que le lieu paraît labyrinthique par les yeux de Mika. Or, ces lieux-là ne sont pas labyrinthiques, ils sont vraiment extrêmement rationalisés. Et en fait, comme ils sont tous en enfilade, les blocs, là, on peut pas vraiment... Enfin, on peut pas... enfin, en tout cas, on voit toujours une sortie. Donc ça, c'est pas réaliste, mais c'était encore ce que vous disiez sur votre question de le film qui mue dans ses genres et ses registres en fonction de l'état de Mika. Là, c'est un peu ça, c'est lui qui est complètement perdu et qui du coup c'est une manière de traduire cette volonté de voir de l'autre côté des murs mais sans pouvoir jamais le faire ou trouver une sortie qu'il n'y a pas. Donc ça c'était pas réaliste. Après la descente de Daniel et tout, c'est pas réaliste dans le sens où c'est un récit de Tony, donc on n'est pas dans un registre où c'est vraiment ce qui s'est passé forcément, puisque c'est lui qui raconte et qui raconte ce qu'il sait, et qui en plus dans ce qu'on voit c'est pas tout à fait ce que dit Tony, donc on sait pas exactement quelle est la nature des images qu'on voit. Mais pour le coup, celles-là, elles sont extrêmement réalistes. La manière dont seraient stockés les déchets, parce que Bure, c'est un laboratoire, donc il n'y a pas encore vraiment les déchets, mais les boyaux dans lesquels ils vont mettre les fûts, l'ascenseur qui descend à 500 mètres sous terre, alors c'est pas une cage comme ça, mais il descend vraiment à 500 mètres sous terre, et les tunnels de construction, pour le coup, ils ressemblent vraiment à ça. Mais effectivement, c'est un traitement pas naturaliste, mais qui n'est pas non plus si poussé dans l'étrange, en réalité. Et puis aussi le fait que une personne comme moi n'est jamais allée sur un site nucléaire, ça doit jouer. En fait, personne, mais c'est ça, en fait, pour le coup, on peut, hein, puisqu'il y a des portes ouvertes, mais c'est sûr que ça, en fait, c'est ça aussi, c'est qu'on se dit, il y a beaucoup de choses, mais je pense qu'il n'y a pas que des déchets nucléaires, mais il y a beaucoup de choses que, comme on les imagine pas, et qu'on les a pas vues, et on sait pas du tout à quoi ça ressemble, c'est vrai qu'on aurait pu proposer n'importe quoi, en fait, en disant, voilà, c'est comme ça, les déchets nucléaires. Mais c'est vrai que nous, on s'est dit, on va montrer le plus réaliste, parce que, en fait, la réalité est assez impressionnante. Et Bure, alors nous on n'a pas cité Bure pour justement pas avoir de problème, parce qu'on nous a dit que ça pourrait... Ça c'est le seul truc qu'on nous a demandé, les financiers nous ont demandé, c'est de ne pas indiquer que les gens qui partaient avec Daniel dans les trucs là étaient des sans-papiers. C'était au scénario, ça n'est plus au scénario, mais bon, on peut s'en douter quand on les voit que clairement, ils sont forcément un peu précaires quelque part. Mais voilà, en fait, c'était la seule chose réaliste qu'on nous a demandé d'enlever, et de ne pas citer Bure pour pas justement qu'on puisse être attaqué sur le fait qu'il y avait des gens qui disparaissaient potentiellement là-bas. Sinon, c'est quand même proche physiquement de ce qu'est Bure. D'accord, ouais. On a parlé du sujet de la dépendance, puis celui des déchets nucléaires, mais s'il y a quelque chose qui traverse le film dans son entièreté, c'est les relations masculines, qui est montré avec beaucoup de tendresse et de finesse. Évidemment, cette tendresse, elle vient en partie du casting qui est choisi, et j'imagine que l'un des enjeux les plus importants dans la fabrication du film, ça a été de trouver cette alchimie entre eux, ce qui n'était peut-être pas gagné, j'imagine, parce qu'entre Paul Kircher, qui est assez marqué cinéma parisien, Idir, qui vient de Marseille avec un cinéma plus brut, Salif Cissé, là, c'est encore autre chose, un autre imaginaire presque, je pourrais dire. Et pourtant, au final, pour moi en tout cas, ça marche. Comment vous avez réussi ce pari, trouver cette alchimie? En fait, on est parti d'un processus de casting assez classique à la base. On a regardé des gens, on cherchait des personnes qui avaient entre 25 et 35 ans pour jouer un peu ces jeunes. Et on a vu beaucoup de gens, et la seule personne qui est ressortie de cette procédé de casting, c'est Salif Cissé. Et en fait, Salif, en même temps, était finalement le personnage. C'est celui qui enfin, je sais pas comment dire, mais on a aussi mis beaucoup des acteurs, finalement, aussi, de leur personnalité, de ce qui nous plaisait dans les personnages. Parce qu'en fait, à la base, le personnage de Tony, il était beaucoup moins malin que celui que vous voyez dans le film. Et le truc, c'est que quand on rencontre quelqu'un comme Salif Cissé, clairement, d'un coup on se dit mais c'est vrai que Tony pourrait vraiment avoir une autre dimension, et surtout quand on rencontre Salif, c'est difficile de faire croire que Salif n'est pas malin, voilà. Et puis
on a galéré. En fait, on trouvait pas Daniel. Je pense qu'il y avait aussi une manière un peu de se décoller du modèle original finalement dont on a parlé, qui était un peu compliqué d'une certaine manière. Et en fait, un soir, on a regardé le théorème de Marguerite de Anna Novion, dans lequel, du coup, c'est Jacques Giraud aussi qui avait fait l'image. On regardait pour ça, et en fait, dedans, il dit à deux scènes. Et tout de suite, en fait, Claude m'a dit, mais vous l'avez vu, lui? Je fais, bah non, on l'a pas vu. Donc, on l'a convoqué, et en fait, il dit, c'était une évidence tout de suite. Il avait saisi le rôle, et moi, Paul, je l'avais vu, donc en effet, dans Le règne animal de Thomas Caillet, mais il était beaucoup trop jeune, et même dans ce qu'il jouait, pour que je me dise, ce sera Mika. Puis à un moment, en fait, on s'est dit, mais quand même, rencontrons Paul, et puis voyons. Et puis voilà, sur les trois, je pense qu'il y a un truc de d'acteur, mais il y a aussi un truc de sensibilité, justement, dont on s'est senti proche et qui nous a plu tout de suite. Et voilà, c'est des gens qui pensent vraiment les personnages, qui se demandent vraiment à tous les niveaux, qui travaillent vraiment leurs personnages en amont, pendant. Et ça, c'était extrêmement précieux pour nous. Et nous, ce qu'on avait dit, c'était il faut qu'on trouve une manière de travailler cette alchimie, parce que comme vous l'avez souligné, ils n'avaient rien à voir en commun. Et on a fait quelques jours de répétition, et en fait, on s'est rendu compte que là, il y a une alchimie qui naissait entre eux, qui nous dépassait un peu d'une certaine manière. Pendant le tournage, surtout, il s'est passé que les trois se sont rapprochés, et encore plus Idir et Paul. Et en effet, tout le monde avait ses logements à Saint-Dizier, mais nous, on vivait juste en dessous de chez Idir Azougli, et il y avait, dès que les journées étaient terminées, Paul vivait chez Idir. Donc vraiment, leur relation, elle est née là, et même on les a vraiment vus tout le temps se rassurer aussi sur leur personnage, sur la manière dont ils jouaient entre eux. Donc ça, c'est quelque chose on va dire, nous, auteurs, on s'est senti proche des humains derrière le professionnel, on va dire. Et à l'intérieur de ce trio, il y a un duo qui est quasi fusionnel, Dan et Mika. Parfois, ça joue même avec les codes de la comédie romantique ou tout au moins de la représentation du couple au cinéma. Je dis bien ça joue avec parce que même si c'est une histoire d'amour quelque part qu'il y a entre eux, c'est pas un récit sur le désir. Mais je pense notamment à cette grande et longue scène de rupture assez impressionnante. J'ai le sentiment, là, moi, quand je la vois, qu'il y a quelque chose de vraiment saisi, presque qui dépasse et qui échappe en même temps aux comédiens. Comment est dirigée une telle scène? Euh, bah, alors, ce qui est marrant, c'est qu'en plus, elle était un peu en deux temps, parce qu'en effet, on l'a dirigée en étant vraiment très sur les gros plans, beaucoup de choses comme ça. En fait, c'était bien, mais c'était pas exactement ce qu'on cherchait. Puis à un moment, on a voulu faire un plan large. Et puis là, d'un coup, toute l'équipe est sortie de la pièce et on les a laissés entre eux. Et il s'est passé quelque chose où, à l'abri de nos regards, était beaucoup mieux que quand on était 30 pour faire cette séquence-là. Et après, je pense que Idir et Paul, ils ont quand même cette faculté de jouer et de ne pas jouer. C'est-à-dire que je pense qu'en fait, ils ont un niveau de proximité et de sentiments qu'ils ont l'un pour l'autre qui est assez réel. Et je pense que quand vous les voyez jouer de cette manière-là, d'une certaine manière, ils jouent avec leurs vraies émotions, quoi. Idir, il disait que quand il voit. Parce que là, il n'y avait pas de double caméra sur scène, hein. Je crois pas. Non. Mais lui, il a dit que quand il voyait Paul pleurer, lui, ça lui faisait de la peine. Donc du coup, il s'appuyait sur la peine que semblait ressentir Paul pour faire sa peine à lui. Pour le coup, Idir et Paul, ils jouaient vraiment, vraiment ensemble. Il y avait un truc d'être le moins possible entre eux deux, puisque vraiment, ils s'appuyaient énormément l'un sur l'autre et que leur jeu était toujours un peu perméable à ce que faisait l'autre, quoi. Ils se calaient sur le tempo de l'un l'autre. Donc c'est sûr que... je sais pas à quel point ça a pu les dépasser. Je pense qu'ils étaient au début un peu peut-être eux aussi frustrés parce que c'était la scène depuis le scénario, parce que pour le coup c'est vraiment ce qui est écrit là. Ils savaient que c'était la scène qu'il fallait pas rater, que c'était vraiment la scène. Ça faisait peut-être 3 semaines qu'on était à Saint-Dizier et tout, ça commençait à être long. Et que je pense qu'il y avait ça aussi, ils s'étaient aussi nourris de tout ça, de la fatigue de ça et de leur proximité et que là, oui, je pense qu'ils jouaient effectivement, ils jouaient comme si ils allaient pas se revoir, pour de vrai. Alors la relation entre les personnages, elle se joue aussi beaucoup dans les circulations et les mises en situation. Le personnage de Daniel, par exemple, il est beaucoup mis en scène dans un plan vertical. Très tôt dans le film, il monte sur un toit
devant le bowling, je crois, et il n'arrive pas à en redescendre. Il monte plus tard sur une tour et se met en danger. Quand il a son accident sur le chantier, son corps monte en hauteur et quitte le plan par le haut. Plus loin, il prend l'ascenseur et il descend 500 mètres sous terre, comme s'il était impossible pour les autres de le saisir, comme une sorte d'électron libre, insaisissable pour les gens autour. Je pense aussi à cette scène en haut de la tour Miko où chacun veut faire venir l'autre de son côté du parapet. Toutes ces mises en situation, ces circulations, c'est quoi? C'est d'abord du travail de répétition, de mise en situation, ou c'est déjà très écrit? Ah non, ça c'est très écrit parce que en gros l'idée du personnage de Daniel c'était quand on le regarde pas, il manque. Enfin, déjà c'est quelqu'un qui peut tomber, c'est quelqu'un qui monte en l'air et qui souvent peut tomber. Donc c'était toujours parce que aussi c'était sa chute plus métaphorique quoi, le fait qu'il lui il est vraiment en menace d'effondrement intérieur et pas que. Et le fait que quand on le regarde pas, il se met en danger exprès. Donc en fait, c'est aussi pour ça que en fait, ils montent sur la tour Miko parce que au moment où en fait ils se sont un peu rejetés par Mika, en fait, il tombe sur le tapis, puis en fait il est emmené en l'air et peut-être il tombe de l'autre côté au moment où en fait les deux autres sont pris dans autre chose et qu'en fait c'était voilà, l'idée c'était si on le regarde pas, il peut tomber puisque c'est vraiment quelqu'un qui va très 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 loin dans son abîme. Donc oui, lui c'est vraiment et puis qu'il est aussi assez sautillant et tout. Enfin, il y a vraiment l'idée oui de verticalité, mais surtout de chute pour lui. Ouais. Autour de ce trio totalement masculin, il y a un deuxième cercle qui représente la société, lui quasiment entièrement féminin. Or, ce second cercle, la policière, la juge, l'avocate, l'assistante sociale, ce sont aussi des fonctions à la fois de soins, mais également des fonctions qui les placent au-dessus socialement des trois héros. Ce choix très visible quand on voit le film, parce que peu courant en fait, est-ce que ça répond à une forme de sociologie de ce territoire que vous avez pu observer, ou c'est une volonté d'écriture? Mais en fait, c'est marrant parce que oui, alors il y a des femmes qui occupent ces postes, mais je veux dire, il y a aussi deux policiers, hommes. Il y a un avocat, homme. Enfin, c'est pas en fait que des femmes hein, qui représentent les institutions, on va dire. L'idée, nous, c'était aussi bêtement de se dire on est avec trois personnages masculins, on a envie qu'il y ait évidemment des personnages féminins, mais il n'y a aucun second rôle. En fait, c'est eux trois et personne d'autre, et vraiment après des tout petits rôles, c'est pas des seconds rôles. Donc là où on peut mettre des personnages féminins, on va en mettre, à savoir des positions de sachante, d'aidante, ou effectivement d'ordre avec la policière. Oui, ça c'était. Parce que ça aurait été vraiment très étrange qu'elle n'y soit pas pour le coup. Mais en fait, je pense que si on comptait, je pense qu'il y a une parité en fait dans les seconds rôles. Cette tendresse du film, elle vient aussi d'une certaine manière du rapport des personnages aux animaux, comme un héritage de petits paysans. Ici, il y a le chat qui occupe une grande place au début du film, il y a aussi une carpe, il y a aussi le rêve improbable de Dan et Mika de s'occuper d'un chenil sur l'île de la Réunion, donc forcément on y pense. Pourtant, mettre des animaux dans un film, un producteur le dira tout de suite, c'est une vraie galère. J'imagine que c'était une volonté non négociable pour vous? Oui, oui, tout à fait. Bah, les animaux, je crois qu'on peut pas s'en passer en fait, d'une certaine manière. Je crois que c'est quelque chose qui nous rassure en fait très profondément. Donc, je pense que en effet, et finalement, ça racontait aussi quelque chose. Moby Dick, en fait, c'est une histoire vraie, cette histoire de grosse carpe. C'est vrai, il y a vraiment dans le lac du Der une carpe de 35 kilos qui a disparu, qui a été retrouvée, qui a été volée par un Anglais. Les chiens de la Réunion, mais ça pareil, il y a un peu une phase un peu où en effet, moi, mon cousin, à un moment, c'est ce qu'il voulait aller faire, travailler dans des chenils, en fait, s'occuper d'animaux. C'est souvent aussi ce que les gens addicts ont comme projet pour essayer un peu de s'en sortir et de trouver un peu de réconfort quand ils se sentent seuls. Donc d'un coup, ça avait du sens. Et voler le chat, bah ça, c'était aussi un peu une anecdote personnelle quand nous, notre chat a disparu et que on s'est rendu compte que la personne qui avait récupéré notre chat, qui avait laissé des mots pour dire j'ai retrouvé un chat, en fait, il y avait plusieurs personnes qui étaient venues essayer de le récupérer avant nous. On s'est dit que les gens volent des chats, donc en effet. Et donc voilà, donc il y a toujours en effet une part de les animaux rassurent et en effet c'était assez non négociable. Après évidemment pour la séquence de course-poursuite, ça on s'était dit alors de nuit, une course-poursuite, un chat, là vraiment on multiplie les problèmes, mais on a découvert cette race incroyable, les Maine Coon, qui sont des chats extrêmement calmes, gentils et avec qui sont très bien Ruby qui s'est très bien entendu avec les comédiens, surtout les dire et du coup ça a été bien mieux que ce qu'on pouvait imaginer en termes de refaire des prises. Beaucoup moins cher que les vaches. Hein. Exactement.
Donc on parlait tout à l'heure de rupture de ton et de genres différents qui traversent le film, mais aussi dans la manière dont il se déploie, qu'il avance, le film est surprenant. Après les scènes d'euphorie, d'ouverture, le film va très vite, très bas. Il y a à peine d'enquête, ils sont tout de suite condamnés et le diagnostic terrible de santé est déjà là. Alors que souvent, la descente en enfer, bah, c'est souvent ce qui va être utilisé comme la sève d'un film et avec une descente qui est beaucoup plus lente. Là, vous jouez cela beaucoup plus rapidement. Et à l'inverse, de la même manière, la fin, là aussi, elle surprend. Encore une fois, avec cette scène de la carpe, ensuite, il y a cette scène avec la lettre, il y a aussi cette séquence avant le générique où Dan danse et chante devant un improbable fond. Finalement, un peu comme dans Petit Paysan où n'est pas joué la carte du drama jusqu'au bout qui colle tant au cinéma d'auteur français. Vous faites plusieurs fois des choix qui sont assez surprenants. L'idée, c'est quoi? C'est vraiment de surprendre de manière continuelle le spectateur par plaisir du cinéma ou c'est pour ne pas condamner ces personnages que vous avez décidé de représenter? Bah, les deux sont liés, mais je pense que en fait, c'est marrant, c'est que du coup, la manière dont vous posez la question, vous voyez, il y a un truc qui questionne aussi. C'est-à-dire que quand on parlait tout à l'heure de la manière dont on représente ces personnes, nous, on essaie de leur offrir un visage qu'on connaît, mais du coup, on a un modèle de représentation de ces personnes dans le cinéma et que du fait qu'on ne suive pas cette convention-là, ça devient surprenant pour le spectateur. Et je crois que du coup, en effet, il y avait l'idée de se dire, si moi, de la même manière que quand on a dépeint les paysans, c'était parce que ça partait d'un constat où je me disais, mais moi, de la manière dont je les sens représentés, je ne m'y retrouve pas. Bah, en effet, la jeunesse de la France périphérique, la manière dont elle est représentée, je ne m'y retrouve pas. Donc, je vais donner mon point de vue, on va donner notre point de vue, et donc forcément, bah, c'est qu'il ne correspond pas au modèle qu'on peut en avoir, donc d'un coup, ça devient surprenant. Hmm. Alors ce mélange des genres, cette sensation de brouiller les pistes et de surprendre, on la retrouve finalement dans le titre, Météore. Donc c'est le nom d'une bière, c'est aussi le background dans la chambre de Mika avec quelques posters astronomiques, il me semble. On peut aussi imaginer que ça donne à penser à l'image de la météorite qui brille dans le ciel un court instant avant de disparaître et de s'écraser. C'est beaucoup de choses en même temps et c'est aussi surtout très mystérieux. C'est quoi l'histoire de ce titre? L'histoire de ce titre, c'était que, en fait, quand je disais, on avait plusieurs. Au début, on avait plusieurs films dans le film, et à la base, le film était un film catastrophe avec une chute de météorite. Et comme je disais, on a développé cette histoire de film catastrophe, mais ça prenait trop le pas sur les personnages qu'on a envie de développer. Donc, on a retiré cette histoire de météorite, on s'est concentré sur les personnages. Et plus on avançait, plus on a l'impression que Météore correspondait à ces personnages. Que finalement, les météores, c'était E3, c'était ces espèces d'objets lumineux dans la nuit, et puis peut-être plus particulièrement le personnage de Daniel, dont la trajectoire semble être celle d'une chute, et qui est une espèce d'objet céleste comme ça, qui va très vite et qui brille très fort, mais pas très longtemps. Et donc il y avait cette idée-là, puis pareil, il y avait le symbole de leur amitié, c'est-à-dire que c'était quelque chose d'extrêmement dur et extrêmement soudé, et à force de friction, à force de frottement, finissait par un peu se fissurer et risquait d'éclater. Et en effet, enfin, il y avait, vous l'avez mentionné dans votre question, mais il y avait aussi un lointain rapport avec la marque de bière Météore. Alors, dernière question, le film, il était très attendu, en tout cas moi je l'attendais depuis un moment. D'ailleurs, le distributeur sur l'affiche, il fait référence avec ce commentaire de Télérama, retour réussi pour le réalisateur de Petit Paysan. J'imagine le nombre de fois qu'on a dû vous demander, et le prochain, il sort quand? Alors maintenant que c'est fait, c'est quoi votre sentiment? Une forme de soulagement peut-être? Oui, une forme de soulagement, une forme de... Bah, surtout, en effet, quand on a été sélectionné à un certain regard, il y avait aussi une forme de... On s'est senti... et puis quand on lit aussi, forcément, là aussi, je parle beaucoup avec les spectateurs, et on sent que à la fois, les gens sont troublés, ils ne s'attendaient pas à ça, et du coup, sont surpris aussi dans le bon sens, c'est-à-dire, bah, je ne m'attendais pas à être aussi ému, d'une certaine manière. Et donc ça, c'est extrêmement satisfaisant pour nous. Et puis, il y a aussi le soulagement, il est de se dire... franchement, passer le mur Petit Paysan dans toutes les attentes qu'il a générées et aussi l'objet solide qu'il représentait, fallait un peu passer au travers. Et ce que je disais à Claude, c'était un peu ça. C'est de toute façon, voilà, il y a un endroit de notoriété, de succès, et pareil aussi, ce qu'on disait, c'est que c'est marrant parce que Petit Paysan, les années passant, on rend compte qu'il y a comme une espèce de mythologie, c'est-à-dire que d'un coup, Petit Paysan, des fois, les gens, quand on parle,
même, franchement, je vous jure, hein, des gens qui en effet avaient pas forcément Non. un avis aussi dithyrambique disent ah ouais, c'était vraiment incroyable, Petit Paysan. Alors Alors je que me dis, non, à mais l'époque, en fait, non. en vrai, au moment où c'est sorti, c'était pas exactement ce que vous en disiez. Mais les années changent un peu la réalité sur le film dans un sens, et ça, c'est un peu troublant, et ça, on y est pour rien. Et donc, comme je disais à Claude, je fais bon, bah, l'idée, c'est faut passer le mur de Petit Paysan. On a le sentiment d'avoir survécu. Après, avec beaucoup d'angoisse et quand même aussi des blessures, hein, il faut le dire, parce que forcément, il y a eu aussi, et c'était certain, mais certaines personnes qui s'attendaient à retrouver Petit Paysan ne s'y sont pas retrouvées. Et donc, on le savait. Et par exemple, moi, je vais te dire un truc, c'est que on a aussi senti quelque chose qui s'est passé après Petit Paysan, c'est, ah, mais ça, c'est le paysan qui a fait un film. Et il fallait sortir de ça. Là, maintenant, on a posé les jalons on n'est pas paysan, on fait des films. Et donc, on va en faire d'autres. Et en effet, on ne va pas rester dans ce milieu-là. Et on fait autre chose. Donc, là-dessus, on est soulagé. Eh ben, merci Hubert, merci Claude, et j'espère qu'on n'aura pas 8 ans à attendre pour le prochain. On est d'accord là-dessus aussi. Eh ben, merci beaucoup, Julien. C'était Hubert Cheruel et Claude Lepape pour le film Météore. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver les précédents entretiens longs sur notre page YouTube ou sur notre site internet écranvagabond.fr. Et à bientôt pour une prochaine discussion de cinéastes.